Voyage en récit avec Marion Medenway et Geoffroy Scrive. Eh bien, Marion Medenway, merci de nous recevoir chez vous au hameau du Hallier. C'est à Saint-Pierre-sur-Orthe, nous sommes dans le département de la Mayenne. Vous êtes, si l'on peut dire, calfeutré, confiné et calfeutré vu la puissance de votre poêle à bois ici dans votre atelier, et vous exercez le métier d'archetier. Alors, je ne sais pas si vous dites archetier ou archetière. En tout cas, voilà, c'est votre métier de concevoir, de produire des archets pour le violon, l'alto, le violoncelle, mais aussi la viole de gambe, dont on reparlera. Vous n'êtes pas originaire de la Mayenne, puisqu'il me semble que vous êtes né en Australie. Et après quelques passages dans d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique et les Pays-Bas, vous voilà en France depuis maintenant quelques années. Vous êtes également instrumentiste, vous jouez du violoncelle et de la viole de gambe. Vous vous êtes axé, il me semble, vers la musique baroque, la musique ancienne, nous allons y revenir. Et je voudrais savoir, pour une première question, quel est votre lien aujourd'hui à Saint-Pierre-sur-Orthe, dans votre atelier, tout ce qu'il y a de plus tranquille, avec les musiciens, c'est-à-dire comment font-ils pour vous trouver, et du fin fond de cette campagne mayonnaise qui est très belle, quel lien avez-vous et entretenez-vous avec eux ? J'ai la chance d'avoir eu une carrière assez longue de musicienne sur scène. Et de ça, bien sûr, j'ai gardé de nombreuses amitiés. Et donc, mes anciens collègues, les élèves de mes anciens collègues sont souvent mes clients et également, néanmoins, mes amis, comme on dit. Ici, une deuxième chance, c'est que l'immobilier est vraiment pas cher à Saint-Pierre-sur-Orthe. Donc, ce petit hameau avec 3 maisons, on a pu se procurer 2 sur les 3. Et la deuxième maison nous sert de maison d'amis. Donc, les musiciens qui ont envie de passer quelques jours au vert, détendus, manger des choses de notre potager, mais ils sont bienvenus, on fait de la musique, on teste des archers. Et assez souvent, ils partent avec un archer. Voilà. J'étais aussi professeur pendant assez longtemps dans les conservatoires. De là aussi, bien sûr, j'ai gardé des amis, élèves, parents d'élèves, etc. Justement, revenons à cette époque. Vous arrivez donc de l'étranger, vous arrivez en France et vous jouez dans différents ensembles. Alors j'en ai noté quelques-uns. Déjà aux Pays-Bas, vous avez joué avec l'orchestre baroque d'Amsterdam. Et ici, je crois que vous avez joué avec les Arts Florissants. Ce sont des ensembles relativement connus. Et aujourd'hui, est-ce que vous fournissez justement des avis ou des archets aux instrumentistes encore de ces ensembles en particulier ? Pas spécifiquement ces ensembles-là, mais en effet, oui, ces musiciens, leurs enfants, leurs élèves, etc. Donc du coup, sur pas mal de pays aussi, mes clients viennent de Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France, Espagne, Italie, etc. Mais oui, je suis venue en France. En fait, j'habitais toujours aux Pays-Bas et j'ai travaillé d'abord pour les musiciens, en France, c'est-à-dire pour les musiciens du Louvre et la Grande Écurie de Jean-Claude Malgoire. Et au bout de quelques années en France, je travaillais également aux Arts Florissants et puis pas mal d'autres ensembles par-ci, par-là. Ouais. Et les instrumentistes qui viennent vous demander un archet, j'imagine que derrière, il y a une réelle quête, en fait, d'un objet qui va produire avec leur instrument un certain son qu'ils recherchent. Mais il y a aussi ce goût aujourd'hui pour, je pense là à la musique baroque, une recherche d'authenticité. Comment conciliez-vous leur attente et vous, techniquement, ce que vous êtes capable de faire? Est-ce que parfois il y a des gens qui sont incapables d'être contentés de trouver archet pour leur instrument comme chaussure à leurs pieds? Ou est-ce qu'au contraire, les questions et les attentes sont toujours un peu les mêmes, au risque même de trouver une certaine routine? Il n'y a aucune routine, non, parce que les gens sont tous différents. Alors, on cherche tous la même chose, je pense. C'est un archer qui parle immédiatement, qui est agile, un archer qu'on oublie, et juste quand on le joue, on dit « Ah, mais qu'est-ce que je joue bien aujourd'hui ?»
L'archet qu'on ne veut pas, c'est un archet avec lequel on est toujours conscient d'être en train de le manipuler, de l'amadouer et de l'attendre. Alors si je tiens un petit peu plus comme si peut-être ça va partir comme je veux, etc. Non, il faut qu'on puisse l'oublier. C'est vraiment un peu comme la scène de Harry Potter dans le magasin de baguettes magiques. Moi, je ne suis pas un énorme fan d'Harry Potter, mais c'est une référence apparemment que beaucoup de gens connaissent. Donc on arrive, il y a plein d'archers, on essaye plein, et puis il y en a un qui dit « c'est moi ». Et plusieurs qui disent « non mais surtout pas ça ». Et donc petit à petit, on s'habitue à un archer. Ça peut faire la différence entre... un archer, j'étais intéressée d'ailleurs en écoutant votre entretien avec Bruno Dreux. Il parlait de couleur de son, qu'un violon peut faire I, A, ou O, etc. Un archer, c'est pareil. Donc si on a un instrument qu'on adore mais qui est un petit peu trop haut, on pourrait éventuellement prendre un archer qui fait un peu et le résultat ensemble, ça ferait A. Et vice-versa. Mais il ne faut surtout pas trouver un instrument sombre qui retrouve un archer sombre. Sinon, ça donne quelque chose assez plombé et feutré. Et vice-versa. Un instrument qui est très vif et percutant, c'est enfin un archer vif et percutant par-dessus. La troisième chose, c'est bien sûr la main qui le joue. Donc c'est en ça que je dis qu'il n'y a aucune routine, parce que ces trois choses forment un infini de possibilités. Il y a toujours des gens, bien sûr, qui ne sont contents de rien, mais je pense que c'est dans leur vie qui sont difficiles et ils sont malheureux pour une raison ou une autre, et ils ne trouvent absolument jamais un truc qui va. Et d'autres qui sont trop rapidement contents, et puis un an ou deux plus tard, ils reviennent disant finalement, c'est pas vraiment ce que je voulais. Et là, il n'y a aucun problème, je les change. Donc, voilà. Donc vous vous adaptez sans cesse à la personne qui vient vous voir. Donc quand quelqu'un arrive, vous prenez quelques mesures. Parce que déjà, il faut que la personne vienne, il faut que vous l'ayez vu, savoir quelle est la longueur de son bras, un peu sa taille. Je sais pas, il y a un impact évidemment du corps de la personne qui joue sur la façon dont il a de jouer. Oui, bien sûr. Donc en effet, il y a des archers, c'est pas du tout aussi, les archers anciens par exemple, c'est pas du tout aussi standardisé que les archers modernes, mais néanmoins il y a un petit peu de marge dans les... Donc si c'est quelqu'un que je connais pas et qui ne peut pas venir, ce qui arrive assez souvent en ce moment, je peux leur proposer quelque chose de moyen. Bon, je pose quelques questions au téléphone, vous êtes plutôt grand, vous êtes plutôt costaud, vous avez des petits doigts, comment vous êtes? Et j'envoie quelque chose qui est vrai, et puis on changera si c'est problématique. Mais plus important que ça, c'est comment ils tiennent leur archer. Et il y en a qui tiennent relativement fixe et qui s'imposent sur l'archer, leur volonté sur l'archer et la corde, et d'autres qui tiennent de façon extrêmement détendue et essaient de trouver une espèce de collaboration avec la corde. J'avoue que ça, c'est mon approche en tant que musicienne. Donc j'ai tendance à faire des archers qui conviennent à cette façon d'approcher l'instrument. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui jouent extrêmement bien, qui ont l'autre approche. Peut-être c'est aussi une question de tonicité corporelle et tout ça, comme les sportifs. Et du coup, parfois, je me trouve dans des dilemmes. Devant quelqu'un, par exemple un amateur ou un jeune élève, le côté professeur, je l'entends bouillonner derrière dans ma tête. On m'a dit, non mais, bon sang, plie ton pouce, ça ira mieux, etc. Non, mais du coup, le défi, c'est d'essayer de faire des archers qui pourraient convenir à toutes sortes de jeux, pas juste des archers qui me plaisent pour moi. Oui. Voilà, revenons sur le fait que vous étiez instrumentiste. Quelle place encore aujourd'hui a le jeu dans votre vie? Est-ce que vous arrivez à jouer tous les jours, à jouer avec un ensemble, parfois à faire une session d'orchestre, je ne sais pas? C'est vraiment pas le moment de poser cette question, malheureusement, parce que oui, en principe, je continue à faire des stages et des concerts avec plusieurs ensembles et avec grand plaisir, mais ça fait un an que tous les concerts que j'avais eus, par exemple avec Hervé Niquet, le concert spirituel, ou Stradivaria, Daniel Cuillet, tous les concerts sont annulés, simplement. Donc voilà, je joue un peu pour moi.
Je suis un musicien très sociable, dans le sens pour la musique. Un violoncelle est un instrument qui est très content de jouer avec d'autres. On peut bien sûr jouer seul, mais à jouer seul à longueur de journée pendant 1 an, au bout d'un moment, on a envie de jouer avec d'autres. Donc j'avoue que c'est peut-être un petit peu moins maintenant que ça aurait pu être, mais voilà. Et alors, à cet établi, justement, quelle place a la solitude dans votre travail? Parce qu'on travaille seul sur un archet. On travaille pour quelqu'un, mais dans la réalisation, j'imagine l'archetier est seul. Y a-t-il même une recherche ici, au Allier, à Saint-Pierre-sur-Orthe, de la solitude? Je ne l'expérimente pas comme étant de la solitude. Au contraire. Pour moi, la solitude dans ma vie, ça a été dans les appartements en ville. Surtout, par exemple, fraîchement arrivé d'un pays à un autre, ce qui m'est arrivé malheureusement plusieurs fois, ou heureusement plusieurs fois. Non, ici, d'abord, comme compagnie, j'ai toutes les bêtes et les plantes qui sont là. J'ai une vie de famille aussi, des amis autour. Mais surtout, dans cet atelier, quand on travaille le bois, on n'est pas seul, on est avec le bois. Et le bois, il a son histoire, ses idées à chaque planche a vécu dans d'autres années que les planches précédentes. Il y a des densités, des directions. On est dans un autre monde, en fait. Et peut-être ce que certains pourraient appeler solitude, pour moi, c'est simplement la possibilité d'ouverture à cette autre compagnie qui est le bois. Justement, ce bois, d'où vient-il ou d'où viennent-ils? En effet, d'où viennent-ils? La plupart du temps, j'utilise l'amorette pour les archers 18e. Donc, c'est une amorette, c'est un bois qui vient de la Guyane. Pour le moment, ce n'est pas une espèce menacée. Espérons que ça reste comme ça. C'est un très très joli bois, extrêmement dense, qui ne flotte pas du tout et qui est souvent rayé comme un serpent, marron clair, marron foncé, marron clair, marron foncé. Voilà. C'est un bois très, très agréable à travailler. Et quand on le chauffe sous le rabot ou tout ça, les petites poussières, ça sent vaguement la noix de coco. Donc on est tout de suite en vacances. Alors ça, c'est pour le bois exotique. Il y a aussi le pernambouc, bien sûr, pour les archers très tardifs. Tardif, pour moi, j'explique, ça veut dire 1820. Hein, voilà. J'utilise très peu le pernambouc et j'essaie d'éviter là où je peux. C'est un bois qui est extrêmement menacé parce que ça a été utilisé longtemps pour faire du colorant rouge. Ah, oui. C'est d'ailleurs l'origine du nom de l'État de Brésil, parce que du Brésil venait le bois de braise. Si on râpe le bois de pernambouc et on met dans l'eau, ça devient tout de suite rouge vif. Donc il y a des forêts entières qui ont été broyées pour nous donner des pantalons rouges avant l'invention des couleurs chimiques. Et maintenant, je crois que la mode, c'est les meubles rouges pour le marché asiatique. Et donc ces pauvres arbres qui ont des qualités d'élasticité et de poids absolument exceptionnels sont utilisés pour faire des gros... dans des croûtes, on va dire. Alors, oui, ça c'est pour les bois exotiques. Pour les bois locaux, on est avec plusieurs, on fait plein de recherches là-dessus. Il y a des archers en mélèze, de fruitiers, de cornouillers, des cormiers. Pommes, c'est pas génial parce que c'est souvent très tordu et tendu. Poire, c'est pas mal. Il y a même cèdre. Il y a toutes sortes de bois en fait. Et au 17e, même 18e, on a même des lettres de Schubert. Ça. Les musiciens avaient souvent des archers en bois local parce que c'était moins cher. C'était les amateurs riches ou des nobles qui avaient des archers en bois exotique pour leur apparat, en fait. Le frêne peut-il être utilisé? Oui, j'ai vu des archers en frêne. C'est un petit peu grossier pour un archer de violon. S'il y a des très gros pores et des grosses fibres, plutôt contrebasse. Ah oui. Ouais. Mais j'ai vu des archers de contrebasse en toutes sortes de bois, même jusqu'à la fin du 19e. Alors justement, j'imagine que derrière ces bois essentiellement, là pour les bois locaux, il y a des essais, il y a des recherches même. Alors ça mène une question,
Qu'est-ce que vous, en tant qu'architecte, vous recherchez lors d'une fabrication? C'est-à-dire, où est-ce qu'on met le curseur? Sur le désir du client, sur vous, une recherche d'authenticité par rapport à une musique, par rapport à des compositeurs anciens, tels qu'on a pu les citer là. Le curseur peut-il être mis aussi sur une recherche, rechercher un archet futur pour une musique passée? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut toujours se dire, eh bien, ce qu'ont fait nos aïeux, ils nous ont montré la voie, parce que ça marchait, mais avec un développement d'une technique ou dans le traitement du bois, je ne sais pas, avec les outils qu'on a pu avoir depuis, est-ce qu'on peut s'imaginer rechercher un archet fonctionnant mieux pour jouer une musique ancienne, une musique baroque? Le problème, c'est que qui définit mieux? C'est très subjectif, ça. Bon, bien sûr, pour les outils, oui. Moi, j'utilise les rabots en laiton. Je pense que nos aïeux en avaient en bois. J'utilise un scie à ruban pour dégrossir la planche. Je ne vais pas passer 3 jours à faire ça. C'est ça. Mais très peu d'autres outils mécaniques, d'ailleurs. C'est juste un tour pour la perce et tout ça. Tout dépend de l'approche qu'on a. Si on estime que les compositeurs, tous les gens d'ailleurs, toutes les personnes au XVIIe et XVIIIe siècle étaient des êtres humains tout comme nous, ils vivaient dans des mondes différents, mais étaient ni plus ni moins, et qui avaient la même vie intérieure, la même intelligence, la même curiosité, la musique qu'ils ont écrite exprime quelque chose qui est de leur essence. Qui sommes-nous pour dire que notre vision au XXIe siècle serait mieux? C'est comme quand on entend la poésie, moi j'aime beaucoup la poésie, si on entend déclamer de la poésie par quelqu'un qui ne parle pas la langue dans laquelle le poème est écrit, ça n'a aucun sens. Et toute la découverte, toutes les recherches dans la musique ancienne que nous faisions avec tous nos collègues, que ce soit en lutherie ou en interprétation, c'est d'essayer d'essayer d'apprendre comme une langue maternelle leur façon d'approche. Et du coup, comprendre mieux ce qu'ils voulaient dire. Qu'il y a de plus en plus de sens, plus on approfondit la chose. Plutôt que de dire, nous on est extérieur à tout ça, nous on saura mieux comment le dire que eux. C'est comme la personne qui ne parle pas français, qui veut absolument mettre des accents toniques partout dans un poème français parce qu'il trouve que c'est mieux que d'avoir des accents toniques dans un poème. En français, non, ça ne se fait pas. Et aucun Français acceptera que ce poème a plus de sens en rajoutant un élément extérieur. Donc voilà, je pense qu'en s'ouvrant à la mentalité, à l'histoire des gens, par tous les moyens pour écrire des lettres, lire des lettres, lire beaucoup, aller dans les musées, essayer d'approfondir sans oublier qu'on est maintenant au XXIe siècle, mais juste considérer que c'était des vrais gens et qui sont proches de nous et ça pourrait être nos amis et nous expliquer des choses. Ouais. Alors justement, vous parlez de poésie. Nous lisons d'ordinaire sur cette émission de Voyage en Récit sur RCF. Nous introduisons chaque émission par un poème. Quels sont vos auteurs favoris? J'imagine en littérature anglaise, mais peut-être aussi quelques auteurs en français? Oui, bien sûr. Je suis plus axée sur la poésie en anglais. Je lis, bien sûr, énormément en français aussi. J'estime que j'ai pas mal de retard à rattraper. Donc, que ce soit de Racine à Zola et les écrivains de maintenant, j'essaie avec grand plaisir de rattraper mon retard. Je suis arrivée en France à l'âge de 30 ans, donc ça fait 25 ans de lecture ratée. Non, mais c'est vrai que pour la poésie, je suis pour le moment plus ouverte à cette intimité en anglais, il faut dire. Ouais. Alors, les auteurs ont l'habitude d'écrire avec un stylo, une plume ou un crayon.
Je lisais récemment Jean d'Ormesson qui disait qu'il écrivait, lui, au crayon à papier, ce qui n'est pas le plus courant, mais qui pouvait rester 3 jours sans écrire s'il avait perdu par mégarde le crayon avec lequel il était en train d'écrire. Est-ce que vous avez ce rapport avec les outils qu'on voit ici? Quel attachement avez-vous à eux? Quel attachement ont-ils peut-être à vous? Votre main les connaît-elle par cœur? Et si jamais vous perdez la râpe, le rabot, le trusquin avec lequel vous avez l'habitude de travailler, vous êtes comme perdu. Ça dépend lesquels. Oui, les râpes, on a ses petites préférées, mais c'est des pièces d'usure. Au bout d'un an ou deux, il faut changer la râpe. Encore avec un peu de chance, on peut trouver quelque chose de semblable. Mais on pense toujours avec un petit pincement au cœur de celui qui faisait exactement ce qu'on voulait. Et c'est plutôt les rabots et les canifs. Il y a 2 choses là-dedans. Parfois, c'est un qui travaille particulièrement bien. Et c'est aussi qui me l'a offert. Parce que j'ai eu la chance disons, subir la générosité de beaucoup de mes collègues et amis. Et entre autres, un vieux ami qui est malheureusement décédé récemment, travailleur de bois dans les forêts en Australie, qui fabriquait d'abord sa maison, son atelier, et puis des pièces de sculpture absolument sublimissimes. Et ce monsieur avait la manie de chercher dans les vides-greniers des outils d'excellente qualité qui voulaient vous sauver de l'oubli. Donc il les nettoyait, remettait en état. Et il y en a plusieurs qui m'a donné. Et ça, c'est vrai que quand on prend ça en main, on prend en main toute une histoire autre que juste l'outil. Et par rapport à ces outils, justement, dans ce métier, on le voit ici à l'établi, n'y a-t-il pas un contraste entre le métier d'un luthier ou d'un archetier qui utilise parfois, alors peut-être pas pour les râpes, mais pour les ciseaux, pour les canifs, des outils depuis parfois plusieurs années, y a-t-il pas là un contraste avec la vitesse, presque la précipitation, et puis le jeu de table de notre société aujourd'hui? C'est-à-dire que vous êtes... oui, vous utilisez des matériaux qui sont là depuis des lustres. Et est-ce qu'il n'y aurait pas là peut-être un exemple à donner par rapport à cette consommation effrénée et de jetables aujourd'hui? Loin de moi de me présenter comme étant un exemple pour qui que ce soit. Néanmoine, en effet, ça fait partie de ma recherche, de notre recherche d'une autre façon de vivre. C'est quand j'habitais des appartements parisiens et 6 mois de l'an à l'hôtel comme intermittent, manger très souvent au restaurant, on ne sait pas trop quoi, toujours les avions, les bus et notre vie, il y avait toujours dans ma tête que ce ne serait pas toujours comme ça. Ce n'est qu'un passage temporaire, quelque chose... une concession que je suis prête à faire pour faire de la musique de haut niveau. Au bout d'un moment, ça me semblait moins... il y a un âge pour tout, peut-être, ouais. Et du coup, en effet, le fait d'avoir trouvé ce petit coin de campagne, fait mon potager, envie de presque que ce qu'on fait pousser. Et j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui travaille dans une ferme laitière, donc... tout ce qui est bœuf, fromage, viande, lait et légumes et fruits sont faits maison. Ils font du blé aussi. Donc c'est sans dire que le reste n'est pas bon, c'est quand même meilleur pour tout le monde que chacun puisse se nourrir bien dans un rayon proche de chez soi. En fait, c'est une sorte de point d'équilibre comme celui qu'on cherche dans un archet. Il y a là un parallèle. Pas intéressant. Il faut que je regarde si, sur la longueur de ma vie, si le changement pour la vie à la campagne vient au même point de longueur de l'archet que le point d'équilibre, peut-être, oui. Justement, ces archets, avez-vous des nouvelles d'eux de temps en temps? Oui, c'est certain, oui. Pas tous, bien sûr, parce que, en fait, j'ai dit que c'est surtout mes amis et leurs enfants et élèves qui achètent, mais bien sûr, entre-temps, il y en a plein que je ne connais pas. Donc, je reçois des demandes de gens un peu plus loin, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, mais
Je note toujours à qui je l'ai vendu et si j'ai des contacts, je demande des nouvelles. Ouais. Et juste en moyenne, avez-vous un ordre d'idée du nombre d'archets qu'il est possible de produire et de fabriquer, de vendre, je sais pas, au cours d'un mois, au cours d'une année, pour les auditeurs qui sont loin de ce domaine et qui peuvent se demander mais combien de temps ça prend tout simplement d'en produire un? Bah, ça prend selon les modèles parce que le bois local est plus léger et donc plus rapide à travailler. Et aussi selon les systèmes d'attache la hausse, etc. Mais ça peut prendre entre 5 et 10 jours, peut-être 15 jours, 5 et 10, allez, pour faire un archer. Mais ça ne prend pas en compte le temps perdu pas perdu, mais investi à chercher du bois, à aller dans les musées, relever des plans, faire les lectures préparatoires à un nouveau modèle, discuter avec les clients, aller à Paris à la sortie des répétitions pour livrer un archer, prendre un café avec tout le monde, etc. Donc tout ce qui tourne autour. Si moi je fais 2 par mois, sur toute l'année, j'estime que j'ai bien travaillé. Et dernière question, puisque nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Tout simplement, travaillez-vous en musique? Et si oui, qu'écoutez-vous? Le bruit de la nature ou une symphonie ou de la musique baroque? Ah bah, ça dépend des moments. Mais j'avoue que la plupart des temps, je travaille en parole. Je suis fidèle de France Culture et j'écoute France Culture à longueur de journée, sauf s'il y a par hasard un programme qui m'énerve, etc., ce qui arrive aussi. Et puis il y a d'autres moments où je préfère écouter des disques, mais ça dépend. En général, c'est une musique qui est appropriée à l'archer que je suis en train de construire. J'aime bien l'idée que ces petites vibrations vont entrer dans son âme et contribuer à sa musique future. Mais bon, ça dépend du moment. Eh bien, Marion Middenwey, merci beaucoup. Et donc, nous redonnons aussi votre contact, donc ici, au hameau du Hallier, à Saint-Pierre-sur-Orthe, dans le département de la Mayenne. Marion Middenwey, merci beaucoup.